Je suis ici à Montréal, que j'ai eu le plaisir d'être invité par la Société de Montréal de psychanalyse. Et on m'a invité à faire des séminaires, à présenter un, un travail et après à faire des supervisions. Il m'a fait beaucoup de plaisir d'être invité, alors j'ai accepté avec plaisir et la joie de rencontrer des collègues, de voir des autres façons de travailler peut-être, de proposer ma façon de travailler, de voir les analogies, les différences. J'ai toujours aimé de comprendre quels sont les points en commun et les points différents qu'il y a entre psychanalystes, entre théories, et c'est pour moi toujours une richesse, alors j'accepte quand j'ai la chance d'être invité de quelque part. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de modèles en psychanalyse, hein, et je ne dirais pas que ce modèle, c'est mieux de notre modèle, hein. Chacun doit travailler avec son modèle, sa façon de travailler, etc. Je suis convaincu que l'analyse soit la meilleure méthode pour curer la souffrance psychique. Euh, et à fur et à mesure, en travaillant, en Italie, quand j'ai fait ma formation, par exemple, il n'y avait plus un modèle fort, freudien, reconstructif, etc. C'était un modèle, surtout un modèle kleinienne. Et alors, j'ai été kleinienne pour quelques années. Et, et lentement, j'ai trouvé une façon de travailler avec les patients qui me semblait plus utile, plus utile pour eux. Et je crois que les différents moments auxquels je suis en train de penser dans ce moment a été le changement de la façon d'interpréter, d'avoir moins interprétation un peu rigide et qui travaillait surtout sur des transferts comme dans le modèle crânien, et de faire des interprétations plus ouvertes qui pouvaient développer aussi la capacité créatrice et du patient. C'était le deuxième point a été la rencontre avec la pensée de Bion, laquelle est une catastrophe. Si on rencontre Bion, si on les comprend, si on se promène avec lui dans sa propre psyché et on ouvre un dialogue avec Bion, c'est pour moi. Et je crois aussi pour des autres personnes comme Tom Ogden aux États-Unis, Jim Grotstein à Los Angeles, etc. Je crois qu'il s'ouvre un monde nouveau, un monde immense, dans lequel la chose la plus importante, à mon avis, était ce que Bion a souligné, c'est-à-dire qu'il y a une activité des rêves, pas seulement pendant la nuit, le rêve de la nuit que nous tous connaissons, mais qu'il y a une activité continuelle des rêves aussi euh, pendant que nous sommes dans un état d'éveil. Et cela ouvre vraiment à un changement aussi dans la technique avec les patients. Et la troisième chose était de sortir du concept strict de relation, hein. Je crois que dans beaucoup de psychanalyse, il y a cette idée, toi et moi et toi et moi, et tout centré dans la relation. Le concept des champs, qui était introduit par différents analystes, avec un radis qui est dans le Sud-Amérique, une autre radis moins connu qui est en Italie, etc., a ouvert le concept des fields, de champs, qui est vraiment, pour moi, une autre façon de permettre à la séance de se développer et qui est quelque chose qui ressemble beaucoup à la psychanalyse avec les enfants. Je suis convaincu, totalement convaincu. J'avais publié un article il y a au moins 10 ou 15 ans, je ne me rappelle plus, sur les quarterly, dans lequel il y avait
je soulignais les différences et les similarités entre la psychanalyse des enfants et la psychanalyse des adultes. Personnellement, je suis totalement convaincu qu'il n'y a pas aucune différence. La différence, c'est évident, c'est un peu de langage, dans le sens que l'enfant peut jouer avec les poupées, peut jouer avec la tigre, peut jouer avec des petits jeux, etc. Mais aussi avec le patient adulte, on peut travailler de la même façon, on peut jouer. Et des fois, il s'agit de jeux douloureux ou de jeux tragiques, mais je crois que la dimension du jeu, c'est vraiment important. Et si on fait l'analyse comme s'il était dans une situation de jouer, cela ouvre encore. Et à ce point devient plus important, comme vous avez dit, le développement des instruments pour penser que le contenu de la pensée. Et cela change aussi la technique dans la façon de travailler jour après jour. Mais je me rappelle d'une patiente qui venait dans mon cabinet, elle me parlait des difficultés qu'elle avait avec son fiancé. Je faisais des interprétations des transferts. Et après, un jour, elle est arrivée, elle m'a dit non, aujourd'hui, il faut parler sérieusement. Et elle s'est mise de l'autre côté, pas sur le divan, mais sur la table vis-à-vis. Elle m'a dit, quand j'arrive ici, j'ai un problème. J'ai le problème avec mon fiancé. Quand je sors d'ici, j'ai deux problèmes. Le problème avec mon fiancé et le même problème avec vous. Qu'est-ce que c'est que je gagne dans cette situation? Cela m'a permis de commencer à penser que ce n'était pas l'interprétation de transfert, que peut-être j'y faisais mal, hein, mais le changement, la transformation, ce que tu peux permettre au patient de penser en différentes façons et jouer avec les pensées, c'est quelque chose qui a ouvert petit à petit de nouvelles possibilités. Et je dirais que la plupart des changements que j'ai faits, je les fais grâce au patient. Il y a quelque chose qu'un patient avait dit dans un certain moment de l'analyse qui m'a permis d'ouvrir des fenêtres ou des portes qui étaient serrées. Pour exemple, j'ai fait l'exemple à propos des interprétations des transferts de la patiente qui disait quel est mon avantage quand j'entre avec un problème et je sors avec des problèmes et la possibilité de souligner l'importance de la transformation. Un autre moment de changement a été une analyse avec un enfant qui était psychotique, qui avait des hallucinations et qui m'a permis de renoncer à un certain point aux interprétations des contenus. Je me rappelle qu'il était complètement halluciné dans une séance, il regardait des choses, il avait des serpents, c'était complètement halluciné. Et à un certain moment, il avait fait un dessin, tandis et il a fait un dessin, et dans ce dessin, il avait un fauteuil, comme cette fauteuil dans lequel je suis. Et il avait un fauteuil avec ici des boutons. Et j'avais, comme on m'avait enseigné, c'est pas d'une façon pas bien faite sûrement, mais je vais lui dire que cela c'était le sein avec comment s'appelle le bouton, je ne sais pas. Mamelon. Ouais. Il a interrompu d'avoir des hallucinations. Il m'a regardé dans mes yeux et il m'a dit, vous êtes fou, c'est un fauteuil. Et j'ai trouvé extraordinaire cette communication. Il était fou vraiment, il évacuait continuellement avec des hallucinations.
Et alors, je pensais que aussi le langage a une grande importance. Quand c'est vrai que dans quelque façon, il voulait dire, j'ai trouvé une place, il y a une place dans laquelle, une place fauteuil, dans laquelle je me sens accueilli, il y a le bouton, il y a quelque chose qui me permet de m'orienter, il y a quelque chose qui peut me contenir. Alors j'aurais pu lui dire, oui, mais c'est important d'avoir, tu as dessiné un fauteuil, et c'est important d'avoir trouvé ici un fauteuil qui puisse te permettre d'avoir une place accueillante. Ça suffit. Mais je n'avais pas développé ce deuxième aspect et j'avais fait l'interprétation du contenu qui était vrai, mais ce n'était pas un vrai partageable. C'est un vrai comme les spaghettis qui ne sont pas cuits. On donne oui, ce sont des spaghettis, c'est vrai, mais si on les cuit, c'est impossible à digérer. C'est une chose folle de donner des spaghettis pas cuits. Hein. Et alors, je commençais à penser dans quelle façon les interprétations doivent être cuites pour les partager avec les patients. Et comme une métaphore de cuisine pourrait nous aider à préparer pour chaque patiente ce qu'il est en condition de pouvoir manger dans ces jours, à ce moment, etc. Et comme chaque patiente a besoin de construire avec l'analyste sa propre diète. Diète d'émotion et diète de métabolisation et diète. Alors c'est un autre moment. C'est le moment dans lequel j'ai presque renoncé aux interprétations de contenu. J'ai stoppé. Après, et après, je dirais découvert des collègues ou des idées. Les rencontres avec Bion étaient vraiment un autre turn point très important car Bion, à moi, a ouvert vraiment des choses incroyables et le conseil des champs, je dirais, oui, ce sont les choses que je dirais. Et après, j'ai été toujours vraiment très curieux de comprendre les analogies et les différences qu'il y a entre les modèles. Et je n'ai jamais pensé que mon modèle c'est mieux de notre modèle. Hein. Chacun doit opérer avec les instruments et les modèles que chacun peut utiliser. Et comme vous avez dit, je ne pense pas puisse avoir une école fait rien. Hein. Ce serait un désastre. Non? Je crois que chaque analyste doit être soi-même. Hein. Et après qu'il y a des concepts de cet auteur, de cet autre auteur qui peuvent aider des autres dans le futur à développer des autres choses. Et alors, du moment que ce n'est pas facile de parler de moi-même, je voudrais parler d'une personne qui a ouvert et continue à ouvrir d'une façon incroyable. Je trouve que c'est Tom Ogden, qui est une personne géniale, très créatrice et qui a donné de nouveaux instruments pour penser à la psychanalyse. Le même a fait Jim Goldstein pour beaucoup, mais aussi des personnes très créatrices, aussi avec des modèles très différents. Hein. Je pensais à André Green, qui a un modèle comme. Moi, j'aimais beaucoup André Green et il m'aimait beaucoup, on était très amis. Aussi avec des modèles que plus différents, c'est difficile de pouvoir penser. Mais c'est important de voir aussi les modèles des autres, de les respecter et de pouvoir comprendre leur point de vue et faire ces travaux de jouer avec les différents points de vue et de les comprendre. Je me rappelle que un de mes livres s'appelait
vivre les émotions, éviter les émotions. Alors je crois que nous avons ces deux possibilités, ou évacuer, éviter toutes les émotions, et alors il y aura le grand problème de quoi on fera de cette émotion. Normalement, on fait des évacuations, normalement, on fait des symptômes, normalement, on fait des maladies psychosomatiques, on fera. Ou l'autre possibilité, c'est d'entrer en contact, de vivre les émotions et de métaboliser les émotions, dans le sens que nous, normalement, avons des impacts avec la sensorialité. Nous avons les proto-émotions arrivent, hein, comme des choses qui ne sont pas métabolisées comme des choses qui sont, comme pourrais-je dire, qui sont, oui, non digérées. Et après, il s'agit vraiment de pouvoir métaboliser ces aspects et de rendre pensables, visibles et désarmer notre émotion. Et alors, c'est important de développer les fonctions psychiques qui nous permettent de contenir, qui nous permettent de métaboliser, qui nous permettent de vivre les émotions. Et alors, une autre grande importance de la pensée de Bion était le concept de contenant et de contenu, qui sont des choses qui marchent toujours ensemble. Et de découvrir que le développement du contenant, c'est-à-dire de la capacité de mettre ensemble, de contenir des états mentaux primitifs, c'est vraiment très important. Au commencement, je pensais à une dimension spatiale du contenant, hein, comme quelque chose qui peut s'élargir. Alors, une petite tasse de café et une plus grande tasse de cappuccino dans laquelle il y a le lait et le café, et après une chose encore plus grande. Alors, plus on peut développer ces contenants spatiaux, plus on pourra, dans la petite tasse, on peut mettre les émotions fourmis, dans une tasse moyenne, les émotions chiens. Dans un encore plus grand contenant, on peut mettre les émotions hippopotame ou tigre. Mais après, j'ai commencé à penser que le contenant, ce n'est pas un contenant seulement spatial, mais c'est un contenant narratif. C'est-à-dire, si nous avons la capacité de lier des personnages ou des émotions, le fait de les lier ensemble permet d'exprimer, de contenir des émotions aussi violentes. Et alors, la capacité de narration devient une façon de contenir et de permettre de partager les émotions. Alors, ce n'est pas un contenant spatial, hein, c'est une fonction narrative qui nous permet de lier ensemble et de vivre les émotions sans être dans les difficultés avec les émotions qui nous arrivent. Et tout cela a été dit par Bion dans différentes façons, auparavant avec le passage, mais c'est trop technique entre les éléments bêta et alpha, mais c'est un peu un slang. Je pense que la psychanalyse, c'est la psychanalyse et qu'il n'y a pas des autres choses au dehors de la psychanalyse et de ce que nous apprenons, ce que nous faisons au-dedans du setting peut nous aider. Mais il y a des choses qui n'ont pas de correspondance avec la psychanalyse, mais qui peuvent nous permettre de penser des choses nouvelles, qui peuvent ouvrir notre capacité de penser. Après, il s'agira de mettre notre capacité de penser augmentée au service de la psychanalyse. Alors, j'ai rencontré en Italie, c'était très important, mais je crois qu'il était très important dans le monde, Umberto Eco, hein, et qui a donné un changement vraiment grand à toute la narratologie, je crois, dans le monde. Et alors la pensée et les œuvres d'Umberto Eco m'ont aidé beaucoup à ouvrir.
et surtout les problèmes de la façon dans laquelle considérer les concepts des personnages. Car il y a une façon de penser au personnage que je dirais, première façon, c'est une façon de laquelle on pense que les personnages sont des personnes. C'est la réalité. Si le patient dit ma tante, ou le patient dit mon chien, il parle de la tante ou du chien, c'est-à-dire une façon vraiment réalistique de penser. Dans une deuxième façon de penser, les personnages sont des objets internes. C'est le modèle clénien, post-clénien. Alors, si le patient parle de la tante, c'est une partie à lui clivée, ou c'est une partie clivée projetée sur l'analyste, mais c'est quelque chose qui est un jeu entre le patient et l'analyste en tout cas. Et mon dog, mon chien, dans les premiers modèles, c'est les chiens baobab, les chiens réalistiques. Hein. Dans le deuxième modèle, c'est une partie interne qui peut mordre, qui peut être agressive, qui peut être tendre, ou quelque chose que le patient peut projeter sur l'analyste. Mais dans le troisième modèle, les personnages sont des fonctions du champ émotionnel que s'est créé entre patient et analyste et qui donne la voix à les émotions qui commencent à circuler au-dedans de ces champs. Et alors l'exercice, c'est dans quelque façon de développer ces champs, de développer ces émotions, d'être capable de jouer et de transformer cette émotion en cherchant surtout de permettre qu'ils peuvent arriver les émotions inconscientes et de donner un nom à les émotions les plus inconnues. Je crois que le même droit à la psychanalyse de changer, de n'être pas une cathédrale dans laquelle on répète toujours la même chose. Qu'il est eleison, Christ eleison, pro nobis, non? Mais n'être pas une cathédrale dans laquelle on fait des rituels en disant presque la même chose, mais changer, changer, changer. Changer dans le sens scientifique du terme, hein. C'est-à-dire que grâce à, c'est développer la pensée de, qui grâce à lui après, papa. C'est-à-dire non, une psychanalyse qui soit un développement continuel et qui puisse ouvrir continuellement à des nouvelles expériences. Je crois que l'onirique, c'est le futur de la psychanalyse. Et l'onirique, ce n'est pas seulement l'onirique de la nuit quand on fait un rêve, mais qu'il y a différents niveaux de l'onirique, soit dans le sens que je disais de l'onirique de l'état d'éveil, mais aussi l'onirique comme la rêverie, l'onirique comme Talking as Dreaming de Tom Ogden, c'est-à-dire qu'il y a continuellement une activité de rêve et qu'étudier, développer les instruments qui nous permettent d'augmenter la capacité du patient et notre de rêver, c'est quelque chose qui a beaucoup ouvert. Je ne savais pas que j'avais donné cette ouverture. Et moi, pour le premier, je suis stupéfaite que cette façon de penser, maintenant, s'est développée en Europe, s'est développée dans les États-Unis, bon, je dirais dans le Sud-Amérique, un peu partout. Bon, je suis content et stupéfaite, mais c'est-à-dire qu'il y avait le besoin de changer quelque chose. J'aimerais beaucoup avoir quelques idées nouvelles. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile d'avoir quelques idées nouvelles. Et alors, pour le moment, je cherche de cultiver les idées que j'ai déjà eues. Mais j'espère que quelques idées nouvelles puissent arriver et puissent me permettre de mettre dans mon musée personnel des idées qu'il y avait auparavant dans ma psyché. J'aimerais beaucoup découvrir de petits morceaux d'idées nouvelles. Et après,
J'aimerais maintenant avoir le temps de lire de plus, hein, car je lis beaucoup, maintenant de psychanalyse, hein. Pas de psychanalyse, non, les auteurs ce ne sont pas beaucoup les auteurs qu'on lit avec plaisir de psychanalyse. Hein. Non, de lire des autres choses. J'aimerais relire Guerre et Pace. Guerre et paix. Ouais, Tolstoï. Et non, je ne pense pas à mon futur, car les problèmes. Une amie l'autre fois m'avait demandé, quand tu penses de mourir? Non, vraiment, je ne pense. Oui, mais quand il m'a fait cette question, cela m'a ouvert aussi un problème auquel je n'avais pas pensé. Non? Que, oui, c'est plus proche de quand je suis né, en le disant d'une façon optimiste. Hein. Mais je crois qu'après un certain âge, c'est une idée qui commence à circuler. Vous avez peur? Je suis curieux. Je voudrais avoir le plaisir de mourir aussi. Non, oui, je perds de la mort. C'est quelque chose que... Mais je suis aussi très curieux de ça. Je voudrais me goûter aussi ça. Mais je n'ai pas une pensée un peu pas partageable. Pourquoi pas? Ça va parler de l'espérance. Je pense que vous devez partir. Je ne sais pas quelle heure est-il vraiment. Je n'aime pas l'horloge. Moi, J'ai peur qu'il y a quelqu'un qui vous attende. Je ne veux pas vous laisser. Oui, mais nous pouvons laisser.